auditeurs, chères auditrices. Dans quelle mesure la mort d'Antinoüs a-t-elle agi sur la conduite d'Adrien? Est-on fondé à faire de cette disparition, sinon un point de rupture, du moins tournant? Y aurait-il dans le règne de l'empereur un avant et un après 130, cette date marquant la fin brutale du Saeculum aureum, temps de bonheur, ou pour le dire avec Marguerite Yourcenar, tout était facile, tandis que l'époque qui suit aurait été d'emblée placée sous le signe de la disciplina augusta, du devoir impérial et surtout de la mélancolie. Il faut évidemment distinguer plusieurs plans. La tristesse de l'individu Adrien est une chose et qui paraît difficilement contestable, puisqu'Antinoüs, selon toute apparence, ne fut pas remplacé. À l'autre bout, il y a la politique, où l'on serait en peine de déceler un réel changement d'orientation. L'idéal hellénique, par exemple, demeure inchangé, il se renforce même avec la création à Athènes dès 131 du Panhellénion, dont il sera question tout à l'heure. L'activité législative demeure également soutenue et l'on pourrait, dans ce domaine, parler d'accélération plutôt que de fléchissement. Plusieurs des mesures prises pour améliorer le sort des paysans, le rendement des terres ou la condition des esclaves datent précisément de ces années-là. C'est en 137 seulement, semble-t-il, que sera promulgué l'édit perpétuel du préteur, codification des règles de droit civil dû au jurisconsulte Julianus Salvianus ou Julien, proche collaborateur de l'empereur vieillissant. Sur cet aspect du Principat, on peut toujours consulter l'ouvrage classique de Bernard d'Orgeval, publié en 1950. L'auteur des Mémoires, de son côté, n'a pas manqué d'évoquer le regain d'énergie qui caractérise la fin du règne. Guère de changement non plus, du moins pas avant plusieurs années, dans la manière de gouverner. Adrien ne se retire pas sous sa tente. À l'automne 130, loin de s'en retourner précipitamment à Alexandrie afin de regagner l'Italie au plus vite, il poursuit son voyage, on l'avait vu, vers la Haute-Égypte. Ensuite, au printemps 131 seulement, il repart pour l'Asie mineure, avance avant de passer l'hiver 131-132 à Athènes. L'itinéraire pris ensuite pour rentrer à Rome est encore plein d'obscurité, mais tout indique que ce fut un long voyage avec un passage par la Macédoine qui pourrait avoir comporté des étapes insulaires. Alors éclate en 132 encore le soulèvement de la Judée. S'il y a un tournant dans le Principat, c'est à ce moment-là que l'on peut le situer, puisque cette guerre inexpiable va mettre à mal le rêve universaliste d'Adrien et son espoir de voir l'Orient définitivement hellénisé et pacifié sous la houlette de Rome. D'un autre côté, la révolte juive, en entraînant le divorce définitif, du moins à vue humaine, du judaïsme traditionnel et du judéo-christianisme naissant, a laissé des traces profondes. Ainsi, c'est peut-être avant tout sur le plan religieux que les dernières années d'Adrien se distinguent des précédentes, avec l'institution d'abord du culte d'Antinoüs, qui suscitera des critiques, puis avec l'opposition judaïque au culte impérial lui-même et à la répression sanglante de cette rébellion. Peter Kuhlmann, dans son ouvrage de 2002 sur la politique religieuse d'Adrien, que j'avais déjà montré, n'a donc pas tort de faire une large place à ces deux événements qui reflètent l'un et l'autre, malgré toutes leurs différences, une même conception du pouvoir politique. Pour ce qui est des manifestations cultuelles en relation avec l'apothéose d'Antinoüs, je me bornerai à faire état de quelques documents nouveaux, relativement nouveaux, par rapport à la connaissance que l'auteur des Mémoires d'Adrien
pouvait avoir de ce phénomène, dont elle a su analyser avec finesse le caractère spécifique, montrant en particulier que le culte rendu aux jeunes disparus avait connu, selon les lieux et les croyances, des formes très variées. Adrien lui-même, en son vieil âge, était censé avoir pris conscience de cette diversité régionale. Le culte d'Antinoüs, écrit-il, semblait la plus folle de mes entreprises. Le débordement d'une douleur qui ne concernait que moi seul. Mais notre époque est avide de Dieu. Elle préfère les plus ardents et les plus tristes, ceux qui mêlent au vin de la vie un miel amer d'outre-tombe. À Delphes, l'enfant est devenu l'Hermès gardien du seuil. Éleusis en a fait le jeune Bacchus des mystères. L'Arcadie l'associe à Pan et à Diane. Les paysans de Tibur l'assimilent aux 12 Aristées, roi des abeilles. C'est la statue à droite ici. Au nombre des enrichissements les plus notables depuis 1950, il faut citer une inscription de l'île de Chypre, publiée dès 1971 par l'épigraphiste anglais Mitford, dont l'édition fut sensiblement améliorée aussitôt après grâce à une étude minutieuse du philologue allemand W.D. Lebeck, parue sous le titre Ein Hymnus zu Antinoüs. Vous avez ce texte dans votre dossier. Il s'agit effectivement d'un hymne en vers qui devait être assorti d'un accompagnement musical et donc chanté lors d'une cérémonie. De tels hymnes sont attestés par la littérature païenne pour une quantité de divinités. L'existence d'un éloge d'Antinoüs, Eis Antinoon Epainos, était attestée par une notice de la Souda sur l'affranchi Mésomédès, un compositeur contemporain d'Adrien et apprécié par lui. L'auteur des mémoires lui fait du reste mention de ce musicien dans le récit des funérailles du favori. Je chargeai Mésomédès de composer des chœurs funèbres. On connaît de même l'existence d'une consolation à Adrien sur la mort d'Antinoüs, paramutetikon eis Antinoon, dû au grec numénios. Mais ces textes ont disparu. L'hymne chypriote, lui, doit sa conservation au fait qu'il fut gravé à l'initiative du légat presbytès de la province de Chypre, soucieux, peut-on penser, de marquer sa déférence à l'égard du prince endeuillé. Le fait que cette consécration ait trouvé place dans le sanctuaire d'Apollon Ulatas près de Kourion prouve en même temps l'intégration du nouveau dieu au panthéon chypriote. Dans l'hymne lui-même, toutefois, Antinoüs était mis surtout en relation avec le héros Adonis, plusieurs fois mentionné, et qui est lié de près à l'Aphrodite chypriote. C'est donc un exemple très significatif de l'ancrage du culte nouveau dans un environnement religieux traditionnel. Lebec a du reste bien mis en valeur le fait, attesté par le grammairien byzantin Étienne de Byzance, que dans une autre cité gréco-phénicienne de l'île, à Amathonte, Adonis, dont d'ailleurs Pausanias au livre 9 fait le grand dieu des Amathousiens, était assimilé à Osiris. En Égypte même, c'est sous les traits de ce dieu annuellement ressuscité qu'Antinoüs était adoré en raison du fait que son décès avait coïncidé avec la célébration de son culte. De cette assimilation, il y a la preuve, on le sait, dans l'inscription égyptienne de l'obélisque du Pincio à Rome, qui donne à lire en caractères hiéroglyphiques un long texte funèbre en l'honneur d'Antinoüs Osiris. Jusqu'à une date récente, la provenance du monument paraissait devoir être l'Égypte même, et l'on jugeait très probable, mais sans la moindre preuve, qu'il avait dû être arraché au site d'Antinoüpolis, où le nouveau dieu occupait nécessairement une place en vue.
Or, depuis l'an 2000, la découverte par les archéologues italiens à Tibur de ce qui doit être dans un décor, fortement égyptisant, l'Antinoéon, le lieu de culte d'Antinoüs, de la Villa Adriana. Ce qui donne fortement à penser que c'est de là, en réalité, que l'obélisque fut transporté à Rome. Un autre document égyptien, certes tout à fait différent par son support autant que par sa nature, témoigne des possibilités d'adaptation et de comparaison qu'offrait le destin fulgurant du jeune homme de Bithynie. Il s'agit d'un papyrus grec trouvé à Teptunis, en moyenne Égypte, localité où Hadrien fit halte, du reste, le 1er décembre 130. Le document, vous avez dans votre dossier, a été publié dès 1937, mais il est resté très peu connu en dehors des papyrologues. On n'en trouve pas trace, en tout cas, dans la documentation de Marguerite Yourcenar. L'auteur de cette notice sur le lotus ou fleur d'Antinoüs, Antinoéon Anthos, dont on avait d'ailleurs une mention chez Athénée, veut montrer que, pas plus que les héros floraux de la mythologie, Iakintos, Narcissos, Crocos, Ullas, etc., Antinoüs ne fut une fleur à l'origine. C'était d'abord un beau jeune homme, et même, sans contredit, le plus beau de tous. En évoquant les portraits d'Antinoüs, l'auteur des mémoires attribuait à l'un d'eux la grâce fragile du narcisse. On me permettra de relever la place éminente accordée à Narcissos l'Athénien et à Iakintos le Spartiate, souvent rapprochés dans la littérature gréco-latine d'époque tardive. Ce sont d'ailleurs les seuls, vous le noterez dans la liste, à être rattachés à une cité en particulier. Par là est souligné leur ancrage géographique et donc leur caractère héroïque, et non pas seulement mythologique. On peut certes se montrer surpris de voir Narcisse annexé au Panthéon d'Athènes, alors que ce héros, comme l'auteur du papyrus l'admet un peu plus bas, en le qualifiant de Boiotios, avait pour origine la Béotie, ou mieux, une zone englobant la Béotie orientale et le Bé central, et notamment l'Oropie, alors annexée à l'Attique. Il était donc inévitable qu'aux yeux de certains, Narcisse devint un héros athénien, surtout à une époque où la cité d'Érétrie, véritable patrie de Narcisse, n'avait plus qu'un faible rayonnement à l'étranger. Or, Antinoüs, lui aussi, dut être revendiqué par plusieurs cités ou pays. N'était-il pas, d'une certaine façon, chez lui, dans la nouvelle ville égyptienne, puisque les habitants d'Antinooupolis avaient très certainement placé au cœur de leur cité le tombeau du héros éponyme. Et les Arcadiens de Mantinée n'avaient-ils pas les meilleures raisons, on l'avait noté, de le tenir pour un dieu sorti de leur terre, Théos Epikorios. Quant aux gens de Bithynion, personne ne pouvait évidemment leur disputer l'honneur d'appartenir à la cité qui avait vu naître l'enfant aux boucles charmantes, à la belle chevelure, le bienheureux Bithynien au visage orné de toutes les grâces, rejeton de la fille aux ailes d'or, pour reprendre les termes mêmes des derniers vers conservés de l'hymne chypriote à Antinoüs. De fait, c'est à Bithynion et plus généralement dans la province de Bithynie que le nombre des témoignages sur le culte d'Antinoüs est le plus élevé, à commencer par les émissions monétaires dont un jeune archéologue français, Gustave Blum, avait dressé en 1914, juste avant de disparaître dans la guerre, un inventaire si complet et si remarquablement illustré, sous le titre « La numismatique d'Antinoüs », que les planches de ce catalogue ont été reprises telles quelles, sans le moindre changement, par l'Allemand Hugo Meyer dans sa monographie déjà mentionnée de 1991 sur Antinoüs. À titre d'exemple, montrons 3 émissions de Thiaion, une ville située immédiatement à l'est de Bithynion, avec un
portrait d'Antinoüs au droit et diverses images du dieu au revers. C'est donc plutôt du côté de l'épigraphie, puisque la numismatique a apporté déjà son lot d'informations, que l'on peut attendre de nouvelles données sur ce culte. J'ai choisi d'examiner un document qui n'est connu que depuis 10 ans et ne se trouve cité encore à ma connaissance dans aucun travail d'ensemble sur le règne d'Adrien ou sur Antinoüs. C'est une inscription de Bithynion même, publiée en 2002 par notre collègue de Zurich, Christian Marek, tout récemment, invité ici même, mais pour parler, on s'en souvient, de choses lyciennes et non pas bithyniennes. Il ne s'agit assurément que d'un catalogue de noms, et sensiblement postérieur à l'époque d'Adrien, puisqu'il figure sur la base d'une statue élevée à l'empereur Septime Sévère, dans la 6e année de son règne, soit en 198, par les archontes des tribus de cette année-là, Oitou, Ectou et tous, ton Phulon Archontes. Mais le document nous donne, chose rare en tout pays, la liste complète des 12 tribus de Bithynion, c'est-à-dire des unités entre lesquelles le corps civique se trouvait alors réparti. Or, tout indique que ce système fut réorganisé à la fin du principat d'Adrien, avec quelques remaniements plus tardifs. On voit en effet que si toutes les tribus tirent leur nom d'une divinité au sens le plus large du terme, seule la moitié d'entre elles sont nommées d'après un dieu ou une déesse du panthéon classique. Apollon, Asclépios, Dionysos, Déméter, Hermès et Zeus. 5 autres ont pour saint patron, si l'on peut dire, autant d'empereurs, Auguste, Sébastos, tout d'abord, dont Adrien faisait son modèle, puis Trajan, Adrien, évidemment, Antonin et Marc Aurèle. Et c'est à ce groupe de 5 autocratores, parmi les plus illustres, que vient s'ajouter le héros éponyme de l'Aphulée, Antinoüs. L'hommage inouï rendu au jeune compagnon d'Adrien ne surprend certes pas complètement dans cette cité où l'on connaissait déjà d'autres manifestations du culte d'Antinoüs, avec un temple et même des mystères dont l'existence avait été mise en lumière par Louis Robert dès 1980. Mais son caractère exceptionnel ressort néanmoins d'un constat que l'on peut faire désormais aisément grâce à la thèse toute récente d'une élève de Marek, Ursula Kuhnert, sur les tribus dans les cités de l'Orient grec à l'époque impériale. Une tribu, Antinoüs, n'est actuellement connue dans aucune autre ville bithynienne. On pourrait éventuellement supposer une à Tchaion, au vu des monnaies de cette cité, mais le fait est qu'il n'en existait apparemment pas dans la grande Nicomédie, où pourtant, selon l'opinion assez répandue, dont Marguerite Yourcenar s'est fait l'écho, aurait eu lieu la rencontre entre Adrien et Antinoüs, pas non plus à Prousias de Lypios, cité toute voisine de Bithynion, pour laquelle on peut également, car on ne peut pas le faire pour toutes, établir une liste complète des tribus à l'époque impériale. Avec 2 noms, vous le voyez, pour Prousias de Lypios, Thébaïs et Mégaris, qui témoignent assurément de la volonté de se rattacher au passé prestigieux de la vieille Grèce. En réalité, il n'y avait que 2 autres cités qui pouvaient rivaliser sérieusement pour le culte d'Antinoüs avec Bithynion, ville de l'épiphanie du jeune dieu. C'était Mantinée d'Arcadie, la ville de ses prétendus ancêtres, et bien sûr la ville fondée à l'endroit de sa disparition, Antinoüpolis, sur la rive orientale du Nil, en face d'Hermopolis. On sait que cette fondation nouvelle, qui répondait aussi chez Adrien à des préoccupations
diverses de nature politique et économique, avec l'aménagement en particulier d'une route en direction de la mer Rouge. Cette ville fut dotée d'institutions grecques, à l'instar des très rares poleis helléniques établis sur le sol égyptien, la vieille Naucratis, puis Alexandrie et Ptolémaïs au sud. L'octroi de ce statut privilégié signifiait d'abord que la cité aurait des organes de gouvernement de type grec, un conseil, une assemblée, avec l'autonomie politique qui en découlait. Mais cela impliquait aussi que le corps civique lui-même y fut structuré kata phulas par tribu, à l'exemple des authentiques cités grecques. De fait, on connaît à Antinopolis un réseau complexe de tribus. Vous avez ce tableau dans votre dossier, tribus édèmes, qui n'étaient assurément pas de type alexandrin, avec 12 tribus à Alexandrie depuis le règne de Néron sans doute. Mais à Antinopolis, le système s'inspirait directement de celui de l'Athènes classique, avec 10 tribus, dont l'une, d'ailleurs dite Athénaïeuse, devait évoquer plus précisément ce modèle attique. Les autres, en revanche, tiraient leur nom des membres de la maison impériale. Non seulement Adrien lui-même, son épouse Sabine, la mère de celle-ci Matidia, sa sœur Paulina, ses prédécesseurs Nerva et Trajan, sans parler d'une tribu Sébaste en mémoire d'Auguste et d'une tribu Aélieuse en rapport avec la gens Aelia. À quoi s'ajoutait justement une tribu dont Antinoüs, ou plutôt le dieu gréco-égyptien Osirantinoüs, était le héros éponyme. Mais ce qui est le plus original et donc le plus significatif dans la constitution d'Antinopolis, ce sont les démotiques, c'est-à-dire les subdivisions internes de type attique, là encore, de chacune des tribus. On se bornera à marquer ici le caractère très élaboré de cette construction, puisqu'il apparaît que l'empereur a voulu, par exemple, souligner l'héritage culturel attique en choisissant pour la tribu athénienne des démotiques à forte connotation historique, comme Eleusinios, Marathonios, Salaminios, et qu'il a tenu à faire apparaître le lien supposé d'Antinoüs, non seulement avec la Bithynie et le dieu Hermès, mais aussi avec l'Arcadie, en introduisant les ethniques Kleitorios et Parasios, le premier en rapport avec la petite cité de Kleitor et son Asclépieion, au nord du pays, le second avec la Parasie au sud. L'absence du démotique Mantineus lui-même a de quoi surprendre. Mais à y regarder de près, rien n'empêche de penser que c'est là une simple lacune de notre documentation, puisque l'on ne connaît pas encore le nom du cinquième dème des Oisirantinoioi, et c'est par inadvertance que parfois on a inscrit le dème Musagetikos dans cette tribu, alors qu'il appartient en réalité à l'Adrianis ou à l'Adrianais, l'empereur Philhellène étant, à l'instar d'Apollon, conducteur des Muses. Or, d'aucuns ont vu que Montineus était à restituer comme pendant indispensable de Bithynius. Une construction aussi savante ne peut avoir eu pour concepteur qu'Adrien lui-même. De fait, avec beaucoup d'ingéniosité, Yourcenar nous montre l'empereur travaillant à ce projet constitutionnel lors de son séjour athénien 231, en compagnie d'une égérie un peu inattendue, cette hiérophantide vouée à l'anonymat, qui, au témoignage d'une épigramme déjà alléguée, pouvait se flatter d'avoir initié l'empereur au mystère d'Éleusis, Adriadon, Kleines. Ce fut sous l'influence de cette femme, écrit-il, que j'entrepris de faire des divisions administratives d'Antinoé, de ses rues, de ses blocs urbains,
un plan du monde divin en même temps qu'une image transfigurée de ma propre vie. Tout y entrait. Et de mentionner alors plusieurs des héros éponymes choisis dans sa parentèle, sans nommer Antinoüs, la chose allant de soi, ni non plus les démotiques rattachés à la tribu des Ocyrantineioi, l'absence d'une référence à Mantinée ayant peut-être été pour l'auteur des mémoires une source d'embarras, sans parler évidemment de son souci de ne pas verser dans une érudition excessive. Plus importante est la conclusion sur Antinoúpolis, ce lieu triste qui devenait le site idéal des réunions et des souvenirs, les Champs-Élysées, d'une vie où tout à son rang est également sacré. Un autre point commun entre les trois cités, la nouvelle ville d'Égypte, la patrie bithynienne et enfin la cité mère arcadienne, c'est l'institution d'un concours dit Antinoéia pour honorer le défunt héroïsé. En Arcadie, la chose est expressément attestée, sinon par des inscriptions, du moins par le texte déjà cité de Pausanias. Car là aussi, le périégète mentionne non seulement un temple, Naos, mais aussi un concours quadriennal, Agone dit etus pemptu. En Égypte, le concours qu'il institua lui-même dès avant de quitter ce pays au printemps 131 était en revanche une fête annuelle en dépit de l'appellation Megala Antinoéia sous laquelle il est connu dans les papyrus. Un nom qui évoquerait plutôt des fêtes écuméniques et sacrées de la périodos, ce cycle de 4 ans qui réglait l'activité des artistes et des athlètes professionnels à travers tout l'Empire. On reviendra là-dessus à propos de la grande inscription d'Alexandrie de Troade, récemment publiée. En l'an 203 encore de notre ère, un papyrus qui fournit par ailleurs la liste des païdes admis à concourir après examen devant divers magistrats, rappelle que tout doit être effectué, je cite, selon les impériales dispositions du fondateur de notre cité, le divin Adrien. Katatas teias diateseis tu oipistou tes emeteras poleos teu Adrianou. Mais qu'en était-il lors de la première célébration des Antinoéens en 131 ? À cette date bien établie, y avait-il déjà une cité à l'emplacement choisi par l'empereur pour la ville destinée dédiée à la mémoire de son favori. C'est la question que Simone Follet se posait à juste titre dans un article de 1968 où cette spécialiste de l'épigraphie grecque d'époque impériale a voulu mettre à l'épreuve la datation communément admise pour l'acte de fondation lui-même, soit le 30 octobre 130, au lendemain de la mort du jeune homme. C'est l'opinion commune qu'adoptait bien entendu Marguerite Yourcenar, parfaitement consciente néanmoins que tout n'avait pas pu être achevé ou même seulement entrepris en un si bref laps de temps. Contre l'hypothèse d'un report de la fondation à l'année 134, semble s'opposer catégoriquement la date de célébration de ces prota-Antinoéia. Mais en l'absence probable de toute infrastructure en 131, sur le site de la future ville, cette première édition fut sans doute très singulière et peut-être eut-elle lieu en réalité à Alexandrie où séjournait l'empereur. Il fallut attendre au moins 2 à 3 ans pour qu'un nombre suffisant d'habitants, de nouveaux Hellènes, comme on les appelait, fut recruté dans les communautés grecques déjà existantes en Moyenne-Égypte et à Ptolémaïs. De fait, comme l'observait notre collègue sur la base de la documentation papyrologique, les institutions ne se mirent en place que dans le courant de l'année 133. Quant au très complexe système civique évoqué il y a un instant, s'il fut sans doute conçu dès 131 et à Athènes même, rien n'indique
qu'il ait été mis en application avant un nouveau et ultime voyage qu'Adrien fit sans doute en Palestine et en Égypte vers 134, séjour auquel Simone Follet était tenté justement de rattacher la fondation définitive d'Antinooupolis. En Bithynie, les choses se présentaient bien sûr de manière différente. La création d'un ou de plusieurs concours en l'honneur d'Antinoüs fut là certainement plus spontanée, même si toute innovation en matière agonistique devait se faire avec l'accord d'Adrien, mais pas nécessairement sur son ordre. Volente Adriano, selon la formule de l'auteur de l'Histoire Auguste, chapitre 14, qui souligne le rôle décisif joué par les Grecs dans la divinisation d'Antinoüs. Pour Bithynion Claudiopolis, on connaît en particulier un concours dit Adrianea Antinoeia, Adrianea Antoneia, dont la renommée n'était peut-être pas très considérable en dehors de l'Asie mineure. En tout cas, le seul document à faire connaître ce concours semble être toujours un palmarès d'athlètes à Aphrodisias de Carie, copié dès 1885 par le futur historien Maurice Holleau. Le personnage honoré est un coureur, Dromos, de cette ville, mais citoyen également, chose notable d'Ancire de Galatie, de Nicomédie, qui fut vainqueur en Adrianeiae Bithynias, Isakion peut-être, Adrianeion, Antinoeion, c'est-à-dire, comme cela fut d'emblée assez clair, dans un concours organisé à Bithynion, alors rebaptisé Adrianeia, et placé sous le double patronage d'Adrien et d'Antinoüs. Concours qualifié par ailleurs, mais le supplément, vous le voyez, il y a une lacune là, est un peu problématique, de Isactios égal aux Actia, c'est-à-dire réglé sur le modèle des Actia de Nicopolis, concours augustéen, parmi les plus importants de l'époque impériale. C'est une inscription provenant d'une autre cité pontique, cependant, qui atteste la rapidité avec laquelle le culte d'Antinoüs dut se propager non seulement en Bithynie, mais dans tout l'Orient jusqu'en Italie, expansion dont témoigne assez bien la carte montrée précédemment. Il s'agit d'une lettre adressée en l'an 130 déjà, comme permet de l'établir la mention in fine d'une paire de consuls, à la ville d'Héraclée pontique, la moderne est réglée, par la synodos péripolistiquae des technites dionysiaques, l'association l'association itinérante des artistes de théâtre qui avait son siège à Rome même. Dans cette lettre, où est fait l'éloge d'un citoyen d'Héraclée, la corporation se désigne elle-même comme Adriane et aussi, pensait-on, comme Antoneina. Mais ce dernier qualificatif, qui se rapporte normalement à Antonin le Pieux ou à des empereurs de la dynastie sévérienne, faisait grand problème dans un document encore antérieur et de plusieurs années à l'avènement d'Antonin. En réalité, comme l'a montré naguère Madame Brigitte Le Guen, après la révision de la pierre, il faut lire et restituer non pas Antoneina, mais Antinoeia, ce qui explique d'ailleurs l'iota final après l'alpha final après iota. On constate donc que la corporation de ces artisans ou artistes, dès la mort d'Antinoüs, à l'automne 130, avait obtenu le privilège de pouvoir se placer sous le patronage de l'empereur et de son favori. Pour ce qui est des Athéniens, s'ils ne jugèrent pas à propos d'ajouter encore une 14e tribu après la création de la Fulae Adrianis aux 12 hérités du passé, ils instituèrent eux aussi un concours Antinoeia, geste d'autant plus explicable que l'empereur fut à nouveau leur hôte à partir de l'automne suivant. On connaît même à Athènes 2 fêtes de ce nom, parmi les célébrations qui étaient du ressort des Éphèbes. L'une est dite d'Éleusis, Eneleusini,
l'autre de la ville même, En Astei, et elles sont mentionnées régulièrement jusqu'en plein IIIe siècle, comme le met en évidence ce tableau de Simone Follet. Ces textes éphébiques, ces fêtes éphébiques étaient modelés sur celles qu'on célébrait pour Hadrien, avec un programme musical et athlétique identique. Chose remarquable, même l'épreuve dite encomion, portant donc un éloge de la divinité, existait aussi bien pour Antinous que pour l'empereur. Dans les catalogues postérieurs à l'époque d'Hadrien, sur des sièges de proédrie aussi du théâtre de Dionysos, il est fait mention d'un sacerdoce d'Antinous, Hiereus Antinou. Rien ne montre mieux la ténacité avec laquelle les Athéniens restèrent fidèles pendant un siècle au moins à ce culte, alors même que les auteurs chrétiens le condamnaient avec plus ou moins de virulence. Ainsi, déjà l'apologiste Justin, mentionnait au passage cet Antinous qui, dit-il, vécut récemment tout nun genomenou, ce garçon que tout le monde s'empressait par crainte diaphobone de vénérer comme un dieu, alors que l'on savait fort bien qui il était et d'où il sortait, titesen kai poten uperken. Eusèbe de Césarée, assez positif malgré tout, on l'avait vu sur l'attitude d'Hadrien à l'égard des chrétiens, reprend cela dans son histoire ecclésiastique en alléguant d'abord le témoignage d'un autre apologiste chez qui Antinous était qualifié tout simplement d'esclave, doulos, et c'est pour un tel personnage, s'indignait-on, qu'avait été créé un concours agone antinoeios. Pensait-on alors aux antinoéias d'Athènes? Certainement pas. Il faut bien voir en effet que ces fêtes athéniennes demeurèrent toujours à un niveau fort modeste dans la hiérarchie agonistique. Comme beaucoup d'autres, ainsi les Théséias, en l'honneur d'un héros athénien beaucoup plus vénérable, ces fêtes s'inscrivaient simplement dans le cadre de la formation des jeunes gens. Un épigraphiste anglais de bonne renommée, Marcus Todd, a pu se tromper complètement là-dessus au milieu du siècle dernier, en publiant une inscription éphébique du British Museum provenant d'Égypte et datable de l'année 220 sous l'empereur Elagabal. Le concours célébré là est qualifié de Is-Antineios agone, un adjectif nouveau, formé évidemment sur le modèle de Isolympios, Isoputios, etc., pour définir les règles d'admission ou de récompense applicables à ce concours de création récente. L'éditeur pensait que les Antinoéens servaient de référence, devaient être ceux d'Athènes, nécessairement les plus prestigieux à ses yeux. Or, dans le bulletin épigraphique de 1952, Louis Robert a démontré que, je montre un spécimen du bulletin, qu'il n'en était rien. Le modèle de dans cette inscription, qui du reste attribué à la ville de Léontopolis, non pas à Memphis, c'était à l'évidence le concours des Mégala Antinoéia, alors encore célébré en Égypte, Antinoopolis. Il vaut toujours la peine de lire cette notice compacte du bulletin qui demeure un morceau d'anthologie pour comprendre ce qu'est une érudition pleinement maîtrisée au service de la critique historique. Mais il est temps de revenir à Athènes, car c'est bien là, et non point en Égypte, ni non plus en Asie mineure, que d'emblée eut son siège une institution des plus originales à laquelle fut bientôt associé, du reste, un concours de niveau international mis sur le même plan, et cela par la volonté de l'empereur, assurément, que les plus grandes fêtes sportives et musicales, les Panhellénia. De l'association désignée sous le nom de Panhellénion, une chose au moins est bien établie, c'est la date de sa création, qui résulte avec une précision très satisfaisante d'une inscription d'Épidore, on avait vu, où cet événement est situé par rapport au séjour, épidémia, d'Hadrien
dans le sanctuaire d'Asclépios en l'an 124, comme cela ressort, on l'avait vu également, d'un autre document présenté ici à gauche, qui fournit la date. La fondation du Panhellénion, Ctisis tou Panhelléniou, couplée avec la consécration de l'Olympieion, Katierosis tou Olympiou, cette simultanéité n'est évidemment pas sans signification, survint en effet 7 années après le voyage péloponnésien de l'empereur, soit en l'an 131. Pour comprendre la genèse de cette fondation, on dispose de 2 témoignages littéraires, intéressants certes, mais très sommaires. Le plus ancien est la mention de Pausanias, ou par Pausanias, dans ses Attica, vous avez ce texte, des édifices qu'Adrien fit construire à Athènes en plus du sanctuaire olympien, assez longuement décrit. C'est, primo, un temple, Naos, d'Héra et de Zeus Panhellénios. Segundo, un sanctuaire consacré à tous les dieux ou panthéon. Tertio, un ensemble de 100 colonnes de marbre phrygien, etc. Le périégète reste des plus vagues sur le rapport de ces édifices entre eux et avec l'Olympieion. Chose plus étonnante encore, qui doit cependant s'expliquer par le caractère évident que tout cela avait à ses yeux, il ne dit rien du Panhellénion en tant qu'institution commune à tous les Grecs. Le second témoignage, celui de Dion Cassius, vous l'avez également, est un peu plus explicite, puisque cet auteur précise qu'Adrien et Pétrepsé, les Grecs, les autorisa à bâtir l'enclos consacré à son propre culte, Sekosto et Autou, dénommé Panhellénion, et que là-dessus, et Pautoi, avec un sens temporel plutôt que spatial, il institua un concours Agon Katestesato. C'est en se fondant essentiellement sur ce passage que, voici une quinzaine d'années, l'historien canadien Christopher Jones, excellent connaisseur de l'hellénisme d'époque impériale, a défendu l'idée que, contrairement à l'opinion reçue, l'initiative du Panhellénion revenait aux Grecs eux-mêmes et non pas à Adrien, qui se serait contenté d'approuver et de financer l'entreprise pour en étendre le rayonnement. Mais cette interprétation audacieuse a suscité des réserves de la part de savants également très autorisés, notamment de l'anglais Anthony Spoforth, auteur quelques années plus tôt, avec Susan Walker, d'une importante étude sur le Panhellénion. Les objections de ce savant me paraissent dirimantes. On voit bien en effet comment les cités grecques, on verrait bien mal en effet comment les cités grecques, toujours très divisées entre elles sur les questions de préséance et de titre, réparties de surcroît dans plusieurs provinces, auraient pu parvenir à un accord pour désigner l'une d'elles comme siège du Panhellénion. Même au sein du koinon achéen, les tensions restaient vives entre Argos, Corinthe, Sparte, et que dire de l'Amphictyonie, où Adrien lui-même avait tenté quelques années plus tôt, on s'en souvient, de mettre fin au conflit entre Delphiens et Thessaliens. On a pu se demander du reste si la création du Panhellénion n'aurait pas été la solution trouvée par Adrien face à l'impossibilité de réformer en profondeur cette antique association de cités autour de deux sanctuaires de Grèce centrale. Et si Athènes s'était proclamée elle-même capitale de l'hellénisme, n'aurait-elle pas suscité l'opposition très vive des grandes métropoles de la province d'Asie, Pergame, Smyrne, Éphèse, alors en plein essor économique et culturel? On ne peut donc faire l'économie, une carte de ces cités, l'économie d'une volonté politique venant d'Adrien lui-même. Marguerite Yourcenar l'a bien mis en lumière dans la page où elle évoque le projet du Panhellénion sans le nommer. Ce plan, écrit le mémorialiste,
n'avait pris corps qu'après d'épineuses négociations avec les villes jalouses de la suprématie d'Athènes, ou nourrissant des rancunes séculaires et surannées. Ajoutant un argument d'une autre nature en faveur du rôle d'inspirateur que dut jouer Hadrien dans cette création originale, c'est que si les Athéniens avaient été les créateurs du Panhellénion, avec l'assentiment des autres Grecs, qui reconnaissaient assez volontiers, pour la plupart, la prétention d'Athènes à être considérée comme le berceau de la civilisation, on ne pourrait que difficilement rendre compte, me semble-t-il, des emprunts faits aux institutions religieuses d'Olympie, ainsi l'emploi du terme thékolos, étranger au vocabulaire attique, pour désigner les membres d'un collège sacerdotal qui existait dans le Panhellénion d'Hadrien, à côté de l'Assemblée des Panhellènes, ou représentant des cités grecques. Il est vrai que Jones voudrait dissocier complètement Olympieion d'un côté, Panhellénion de l'autre, qui sont certainement deux entités à distinguer sur le plan topographique et d'abord dans l'ordre du religieux. On ne saurait nier pourtant que les épiclèses Olympios et Panhellénios soient très souvent associés pour Hadrien à partir de 131-132. C'est le cas en particulier dans un très intéressant décret de la ville de Thyatire, vous avez dans votre dossier, en Lydie, qui avait été exposé sur l'acropole d'Athènes. La réédition de ce document en 1997, avec deux fragments jusque-là non identifiés, met en lumière le rôle joué par Hadrien, de même que par le Sénat romain dans le processus de création du Panhellénion. Et une donnée largement nouvelle réside dans le fait que les gens de Thyatire font référence au mystère d'Éleusis. Or, comme le marquent justement les éditrices, Suzanne Follet et Dina Pepa-Delmouzou, c'est là une marque de plus de l'origine hadrianique. Comment entendre alors le verbe épitrépein, autorisé chez Dion Cassius, qui l'utilisait certainement à bon escient, mais en étant sans doute plus clair dans la version non abrégée? La meilleure explication me paraît être la suivante. Ce qui a été accordé aux Grecs, c'est faire du sékos, de Zeus, Panhellénios et d'Héra, l'endroit où serait célébré le culte de l'empereur et de l'impératrice. Et cela qu'ait été l'emplacement qui est toujours recherché de cet édifice, qui pourrait ne faire qu'un avec le Panthéon athénien, localisable désormais avec beaucoup de vraisemblance sur l'acropole, à l'est du Parthénon, là où se dressait précisément le décret de Thyatire. Il paraît clair en tout cas que l'Olympieion d'Athènes était devenu dès 128, avec l'assimilation de l'empereur au dieu d'Olympie, un des centres majeurs du culte impérial. De cela témoigne un bon nombre de dédicaces à Hadrien retrouvées là au XIXe siècle, qui émanent des cités les plus diverses. C'est pourquoi aussi l'inauguration, 4 Hierosis, de l'Olympieion en 131-132 coïncida avec la fondation, Ctisis, du Panhellénion. La fête fut certainement grandiose. Hadrien, en dépit d'une mélancolie bien réelle sur le plan personnel, pouvait y voir l'aboutissement de ses efforts pour redonner à Athènes, comme à la vieille Grèce plus généralement, la place éminente qu'elle lui paraissait devoir occuper du fait de son héritage culturel incomparable. Et de par sa position géographique aussi, à la charnière des deux parties de l'Empire. L'auteur des mémoires n'a évidemment pas manqué d'évoquer cette journée exceptionnelle, mais dans le sillage de l'histoire auguste, chapitre 13, qui place la consécration de divers édifices, ut Iovis aedem et Aramsibi, donc de l'Olympieion, et d'un autel pour lui-même, qui probablement ne fait qu'un avec le fameux sékos,
Donc, dans le sillage de cette histoire auguste qui place tout cela lors du séjour d'Adrien en 128, Yourcenar a dissocié à tort les deux fêtes, celle de l'inauguration du temple et celle de la fondation du Panhellénion, pourtant étroitement associées, on l'a vu dans l'inscription d'Épidore. Aussi, convient-il de reporter à la cérémonie de 131-132 sa description de la fête, où intervint le sophiste Polémon, à qui Adrien avait confié le privilège considérable de faire le discours d'apparat, comme nous l'apprend Philostrate dans sa vie des sophistes, dont s'est inspiré d'ailleurs de très près, vous avez ce texte dans le dossier, l'auteur des Mémoires. Il y avait de l'acteur en Polémon, écrit ce dernier, mais les jeux d'un grand comédien traduisent parfois une émotion à laquelle participe toute une foule, tout un siècle. Il leva les yeux, se recueillit avant son exorde, parut rassembler en lui tous les dons dans ce moment du temps. J'avais collaboré avec les âges, avec la vie grecque elle-même, le mariage de Rome et d'Athènes s'était accompli, le passé retrouvait un visage d'avenir. Fin de la citation. On ne possède pas le discours prononcé à cette occasion par le grand orateur originaire de la ville de Laodicée, mais devenu ensuite citoyen et ardent défenseur de Smyrne, perle de l'Ionie. Adrien l'avait rencontré dès son séjour de 123-124 en Asie mineure, faisant sans doute en compagnie, on l'avait vu, une grande partie du voyage à travers la Bithynie, jusqu'en Thrace peut-être. C'est grâce à ce rhéteur, parmi les plus brillants de l'école asianiste, que la cité de Smyrne obtint de l'empereur, dès 124, des dons et des privilèges immenses, comme l'atteste très explicitement un document souvent étudié, en dernier lieu par Evan Bowie. Vous l'avez sous les yeux. Le discours d'Athènes, dont on peut se faire peut-être une idée à travers le fameux éloge de Rome prononcé sous Antonin par Aelius Aristide, marqua le sommet de sa carrière qui devait se prolonger jusque vers 145. Dans l'assistance se trouvaient nombre de ses émules, ainsi l'Athénien Hérode Atticus, futur archonte du Panhellénion, qu'on le retrouvera à Alexandrie de Troade, et sans doute aussi Favorin d'Arles, brouillé depuis peu avec Adrien, ce rival de Polémon que le rhéteur de Smyrne qualifiait d'eunuque celte. Peut-être arien également, de passage à Athènes, entre deux missions. Seul manquait irrémédiablement Antinoüs. Deux points restent à examiner rapidement en rapport avec le Panhellénion. La participation des cités à cet organisme et la création du concours des Panhellénies. Il n'existe pas de liste antique des États qui, d'emblée ou après un certain temps, purent envoyer un, voire deux représentants au Panhellénion d'Athènes. Les historiens se sont donc employés à faire un inventaire sur la base des inscriptions, tenant compte de tous les indices qu'elles peuvent fournir à cet égard. D'abord, l'origine des archontes, présidents des Panhellènes, en même temps agonothètes, organisateur du concours des Panhellénies. Par exemple, le fait que le premier en date de ces archontes soit un notable d'Épidore et de Corinthe en même temps, mais hors de doute que ces deux cités firent partie de l'association dès sa première heure. On connaît par ailleurs un certain nombre de personnages honorés dans leur patrie comme Panhellènes, c'est-à-dire comme membres du Conseil. Par exemple à Mégare, à Sparte, à Synada, en Phrygie ou à Eisanoi. Il y a surtout l'impressionnante série des bases de statues d'Adrien consacrées dans l'Olympieion par des cités étrangères, colonies ou non d'Athènes. C'est un petit choix que je donne ici, Amphipolis, Thasos, le Koinon chypriote, Éphèse, etc. On voit d'ailleurs que ce ne sont nullement des hôtels élevés dans la cité par l'empereur, comme l'écrit curieusement le commentateur français de l'Histoire Auguste. Il y a enfin les documents
qui sont l'expression même d'une relation entre telle cité et le Panhellénion. C'est le cas, évidemment, du décret de Thyatire déjà cité et du dossier des lettres impériales retrouvées à Cyrène, dont il sera question au séminaire. En 1985-86, Spoffors et Walker ont pu, sur cette base, proposer la liste que vous avez sous les yeux. Depuis, d'autres textes sont apparus qui ont permis de la compléter. Tout récemment encore, un jeune épigraphiste a essayé de mettre la liste à jour pour aboutir à une carte plus densément occupée. Exercice certes méritoire, mais la vraie question qui se pose aujourd'hui n'est pas tant de dénombrer les participants que de faire apparaître les règles du jeu. Ces règles n'est certainement pas partout les mêmes. En Grèce propre, avec les îles de l'Égée, les pays d'anciennes souches helléniques comme l'Ionie, on peut penser que toutes les cités étaient membres de plein droit de l'association. Le décret de Thyatire ne dit-il pas en effet que le Panhellénion réunissait les cités et les peuples de toute la Grèce, poleis kai ethnetes passes Ellados. La difficulté tient notamment au fait que, selon les régions, on ignore encore si la représentation se faisait au niveau de l'ethnos, du groupement ethnique, ou au niveau des cités qui constituaient ce koinon. La question se pose notamment pour des régions fédérées comme la Thessalie, la Crète et la Béotie. En ce qui concerne ce dernier pays, qui m'est relativement familier, je ne vois aucun indice en faveur de l'opinion très souvent adoptée que seul le koinon boioton était représenté. Cela est d'autant moins vraisemblable à mes yeux que toutes les cités béotiennes n'avaient pas le même statut vis-à-vis de Rome. Dès lors, le Panhellène, originaire d'Acraïfia, qu'atteste une inscription connue de longue date, ne saurait guère avoir été le représentant des Civitas Liberae, qui étaient alors Tanagra, Thespie ou depuis peu Coroné. On constate du reste que la confédération béotienne englobait à l'époque antonine des cités non béotiennes, telles Mégare. Or, il ressort clairement d'une inscription mégarienne qui honore un notable ayant fait carrière dans les instances fédérales béotiennes que ce personnage, en tant que Panhellène, ne représentait au sein du Panhellénion que sa propre patrie Mégare. Et c'est la même conclusion que permet de dégager la lettre de l'empereur Adrien au Locrien de Narica, l'inscription de droite, publiée par Meysson il y a quelques années. Le Panhellène et le Théékolos, que cette toute petite cité avait le privilège reconnu par l'empereur d'envoyer à Athènes, n'était à l'évidence pas le représentant du koinon boioton, cette association dont les Naricéens se trouvaient d'ailleurs être membres au témoignage de l'inscription elle-même. La condition pour entrer dans le Panhellénion, c'était d'abord l'autonomie politique au niveau municipal, doublée d'une incontestable identité grecque. Mais des cités affaiblies ou dépeuplées pouvaient avoir perdu ce statut d'autonomie. Ainsi, dans l'Eubée voisine, si Chalkis, au centre de l'île, est toujours assez prospère, alors si Charistos survit grâce à son marbre exporté dans tout l'Empire, il en va différemment, à première vue tout au moins, d'Érétrie entre les deux, dont on a pu penser qu'elle avait alors pratiquement disparu en tant que cité. De fait, sa participation au Panhellénion n'est toujours pas formellement attestée, tandis que ses voisines étaient en étaient membres à coup sûr. Mais les fouilles récentes permettent de corriger le tableau. La cité d'Érétrie existait toujours à l'époque antonine et plus tard encore. Aussi, ne me paraît-il pas douteux qu'elle ait fait partie des très nombreuses cités admises d'emblée dans cet organisme, où la renommée dans l'ordre du mythe et de l'histoire, en particulier celle des guerres médiques, devait compter énormément. Or, il suffit de lire les discours des rhéteurs du IIe siècle, ainsi Scopelianos, pour voir quelle place occupait dans la mémoire collective
le peuple des Érythréens. Si donc ces vieilles cités n'avaient nullement besoin de fournir un brevet d'hellénisme, et ce n'était en revanche pas le cas des poleis nouvelles, ou récemment hellénisées, qui formaient comme un second cercle. Il leur fallait, elles, donner des preuves de leur parenté plus ou moins établie avec la vieille Grèce, d'où la floraison, depuis longtemps constatée, de mythes faits pour soutenir la Sungénéia, la parenté de telle ou telle ville hellénophone de l'Asie mineure profonde, de Syrie, avec au moins une des plus prestigieuses cités du Péloponnèse, Sparte, Argos, les villes d'Arcadie, ainsi Mantinée pour Bithynion, et surtout, évidemment, Athènes. C'est pourquoi, dans le cas de ces villes indigènes, il est nécessaire d'avoir un indice sérieux de leur appartenance au Panhellénion avant de pouvoir les inscrire au nombre des membres. Achevons cette leçon par un mot sur le concours fondé dans le cadre du Panhellénion. Jusqu'à une date récente, on pouvait légitimement penser que les premiers Panhelléniens avaient dû être célébrés dans la foulée de la grande inauguration de 131-132. Quelques spécialistes étaient même d'avis que le début du cycle était à placer dès 125 lors d'un premier séjour officiel d'Adrien à Athènes. Mais une inscription trouvée bien loin de là, à Eisanoi en Phrygie, publiée en 1992 par Michael Wörle, a montré qu'en réalité, la première célébration des Panhellénies quadriennales tombait seulement en l'an 137, puisque ce document apportait une très précieuse équivalence entre la 254e Olympiade commençant en l'an 157, sous Antonin le Pieux, et la 6e Panhelléniade, le terme est nouveau, mais immédiatement intelligible, ce qui implique un écart de 5 fois 4 ans avec la première édition. L'auteur de la dédicace célébrait en quelque sorte les Vicennalia, les 20 ans de l'existence des Panhellénia, à laquelle sa cité était fière de pouvoir prendre part. Depuis, cette chronologie a été entièrement confirmée par le calendrier agonistique de la grande inscription d'Alexandrie de Troade, que nous examinerons très prochainement. Resterait donc à rendre compte de ce retard dans l'accomplissement du grand projet de 131-132. Des difficultés de programmation dans un agenda agonistique déjà très rempli peuvent l'expliquer en partie. Mais on ne saurait, je crois, échapper à l'hypothèse que la vraie raison fut ailleurs, dans l'éclatement en 132, précisément du soulèvement de la Judée, suite au projet d'Adrien de refonder Jérusalem sous le nom d'Aelia Capitolina, en y établissant une colonie romaine dédiée au grand dieu du panthéon gréco-romain, Jupiter ou Zeus. Ce refus d'obéissance d'une population minoritaire, à laquelle d'ailleurs l'accès de l'ancienne ville sainte avait été interdit, pouvait certes de prime abord paraître marginal, mais la révolte prit rapidement une ampleur inattendue, obligeant Adrien à prendre des mesures d'une exceptionnelle gravité. Dès lors, il devenait difficile d'envisager une grande fête de l'hellénisme en 133, quand l'Orient grec tout entier se trouvait, au témoignage de Dion Cassius, touché par l'incendie. On a la preuve aujourd'hui qu'en 134, l'empereur l'avait programmé, mais pour 137 seulement, au risque de ne pouvoir y assister personnellement. Et c'est bien ce qui arriva. Je vous remercie.